les abonnés, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les origines du chien et la formation des races. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et on se retrouve juste après la vidéo pour les questions. A tout de suite! Origine et domestication. Il y a 220 millions d'années, les premiers mammifères sont apparus. Les premiers carnivores ont commencé leur évolution et leur diversification il y a environ 50 millions d'années. Sur le continent nord-américain à partir des Miacidés. 10 millions d'années avant notre ère, le Canis lenophagus apparaît. Il est le premier représentant du genre Canis. Il passe d'Amérique en Asie par le détroit de Bering et va coloniser l'Europe et l'Afrique. En évoluant, il mènera aux loups, aux chacals et aux coyotes qui existent comme nous les connaissons depuis 1 million d'années. Longtemps, ces espèces auront été considérées comme ancêtres potentiels du chien domestique. Ce sont les découvertes archéologiques et les études génétiques et comportementales qui confirmeront définitivement que le loup est l'unique ancêtre du chien. Mais comment est-on passé du loup sauvage au chien ? Il y a 100 000 ans, l'homme est nomade et vit de sa chasse. Il est possible que dans certaines régions, les loups se soient habitués à vivre près des hommes pour profiter de leurs restes de nourriture et de leur déjection. En échange, l'homme profite de la vigilance du loup pour repérer les dangers bien avant que l'homme ne les repère. Les deux partenaires partagent les mêmes territoires de chasse et utilisent les mêmes méthodes de capture du gibier. On peut donc penser que l'homme a réussi à utiliser son voisin comme auxiliaire de chasse en collaboration, qui est finalement devenu un processus de domestication qui s'est étalé sur des millénaires en commençant sans doute par l'apprivoisement des louveteaux trouvés ou capturés par l'homme, puis leur fidélisation et la reproduction au sein du groupe humain. C'est comme ça que serait né Canis familiaris il y a 15 000 ans. L'homme commence à se sédentariser, à domestiquer de nouvelles espèces animales et devient agriculteur et éleveur. 8500 avant Jésus-Christ, il fera du chien un auxiliaire pour la protection de ses biens et de son troupeau. La domestication du loup s'est accompagnée de changements morphologiques et comportementaux. Le chien est comparé à un loup adolescent. Il garde tout de même des comportements juvéniles qui le rendent plus dépendant de l'homme. La formation des races. Quand les chiens ont vraiment été domestiqués, les races ont pu se former. Le chien dépend alors de l'homme pour sa subsistance et l'homme contrôle sa reproduction. Celui-ci choisit ses reproducteurs aux caractéristiques intéressantes, utiles ou esthétiques. Les chiens aux caractères déplaisants tels que l'agressivité ou une couleur indésirable sont éliminés. C'est de la sélection. Cette sélection a duré environ 15 000 ans, soit 5 000 générations canines. Cela permet de comprendre que l'on ait pu obtenir une si grande variété de formes et de caractéristiques utilitaires. Celles-ci ont en premier lieu dirigé la sélection. La recherche de beaux chiens n'importe vraiment que depuis quelques siècles et est plus importante depuis un siècle. Les fonctions utilitaires sont nombreuses. Les plus importantes sont portage, course, boucherie, trait, fourrure, combat, garde, chasse, compagnie, conduite de troupeau. L'apparition de ces fonctions est très étendue dans l'histoire. C'est le résultat d'une lente évolution génétique qui éloigne le chien de son ancêtre. Cette évolution est l'effet de mutations génétiques que l'homme a su repérer et exploiter et du sens de l'observation de nombreuses générations d'éleveurs qui relèvent les comportements et les aptitudes différentes entre les chiens. En remontant à la fin du Paléolithique, il y a environ 10 000 ans, on peut imaginer qu'il existe déjà des chiens utilisés pour la garde de campement et des chiens qui aident à la chasse. On est encore loin des chiens actuels. Les chiens de garde vivent à l'écart des humains et sont difficiles à maîtriser.
ils deviennent peu à peu puissants et ont un fort caractère. Les chiens de chasse chassent plus pour eux que pour l'humain et s'orientent vers une morphologie plus légère et un caractère plus souple. Le chemin a ensuite été long entre le gardien de l'époque ayant une assez grande autonomie et le gardien des habitations ou des troupeaux qui fait preuve d'une grande soumission pour les humains pour des raisons évidentes de sécurité et d'efficacité. À l'Antiquité, il y a 4 ou 5 000 ans, sont apparus des chiens ressemblant à nos molosses ou à des chiens de berger. Ce sont les mâtins. Les représentations et les écrits attestent qu'ils étaient utilisés à la garde. Secondairement, ils pouvaient aussi servir à la chasse au gros gibier et au combat. À ce moment, le lévrier, chien de chasse particulier, apparaît. C'est vers la fin de l'Antiquité que l'on observe une véritable diversification des races canines, dans le premier millénaire avant Jésus-Christ, avec les premiers vrais chiens de chasse et de compagnie qui rappellent morphologiquement les chiens que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, on ne peut pas parler de race canine à cette époque. Les chiens sont surtout choisis pour leurs qualités utilitaires et leur apparence est secondaire. De ce fait, il existe des différences de taille, de poil ou de couleur. On avance dans la formation des races. Les auteurs écrivant sur le chien signalent l'originalité des animaux vivant dans telle ou telle région. Les populations canines se différencient sous l'influence de leur milieu naturel et les préférences des éleveurs locaux. Ce sont ces deux facteurs qui expliquent principalement la première vague de multiplication des races qui s'étale jusqu'au XIXe siècle. Les races correspondent à des populations canines sélectionnées par les hommes en fonction d'une région selon leurs besoins et leurs goûts. Durant cette période, les représentations et les témoignages sont plus nombreux et décrivent des chiens de chasse à courre, des chiens d'arrêt, des chiens rapporteurs de gibier, des lévriers de chasse, des chiens détruisant les nuisibles dans les terriers, des chiens de garde de ferme, des chiens de troupeau, des dogs de chasse ou de combat, des chiens de trait, des chiens aidant à la conduite des troupeaux et des chiens de compagnie. Vers le XVe siècle, on retrouve déjà toutes les morphologies canines qui nous sont familières. Mais il faut attendre le XIXe siècle pour reconnaître des chiens très semblables à ceux appartenant aux races actuelles. Le XIXe siècle est le point de départ de la deuxième vague de multiplication de races canines. C'est dans sa seconde moitié et au début du XXe siècle que la plupart des standards des races canines ont été écrits. Le standard d'une race est la description de ses caractéristiques, surtout morphologiques, et indique ce qui est le plus recherché. Dès lors qu'il est écrit, tous les éleveurs de la même race vont sélectionner des animaux dans le même sens et la race va devenir peu à peu plus homogène. C'est pourquoi aujourd'hui il est plus aisé de reconnaître la race à laquelle un chien appartient, ce qui n'était pas le cas il y a 150 ans. Cette vidéo est maintenant terminée, donc voici les questions. Donc la première, c'est après être passé d'Amérique en Asie par le détroit de Bering, quel pays le Canis lenophagus va-t-il coloniser? Donc si vous n'avez pas le temps de lire la question quand je vous la lis, elles sont marquées en description et tous les liens que j'ai utilisés sont aussi marqués dans la description. Donc voilà. Donc en numéro 2, quel a été le premier stade du processus de domestication? Question numéro 3. Comment se nomment les chiens qui ressemblent à nos molosses ou à de grands chiens de berger? Question 4. Quels sont les facteurs qui expliquent la première vague de multiplication des races? Donc voilà, donc vous pouvez répondre en commentaire en mettant le numéro des questions. Vous aider en même temps des questions qui sont écrites dans la description. Toutes les réponses sont dans la vidéo. Il n'y a pas de piège, c'est promis. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour me motiver à continuer. Également, laissez un petit commentaire avec ce que vous pensez de la vidéo, ce qu'il y a à améliorer. Bien sûr, j'attends que ça soit constructif. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Je poste tous les dimanches. Donc là, je vais poster dimanche prochain. Alors jusqu'ici, c'était à 14 h, mais plutôt... Je pense que l'heure qui m'irait le mieux, ça serait plus 16 h. Les dimanches à 16 h. Donc voilà. Donc on se retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite un bon visionnage. Merci.